Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour cette vidéo des incontournables. Donc on a de l'incontournable bavardage, de l'incontournable avis sur des trucs que j'ai vus, des films ou des séries, peu importe les plateformes, les chaînes et tout ça. Il y a les incontournables à la télé cette semaine sur les chaînes que tout le monde est censé avoir, peut-être pas une ou deux. Pour Paris Première et compagnie, on a les incontournables seconde chance pour des films où j'essaie de leur donner une seconde chance parce que c'est des chefs-d'œuvre, mais moi j'ai pas aimé, donc je les repropose. On a les incontournables prises de risque, c'est des films que je n'ai pas vus et qui me tentent bien de voir, mais il y a une vraie prise de risque. Et juste après, les incontournables films à voir à la télé, je t'ai choisi trois films, donc trois incontournables films de Noël à voir cette semaine. Donc c'est la semaine du lundi qui vient au dimanche, voilà. Là, logiquement, j'ai décalé cette vidéo samedi soir à 21 h, car on va tenter cette fois-ci. J'ai fait un sondage, les gens ont répondu au sondage, je me suis dit, bon allez, je vais tenter ça, je pense que je peux le faire. Du jeudi au lundi, une vidéo tous les soirs, je peux le faire. Mais j'ai proposé plusieurs choix, soit qu'on reste à 2 soirées par semaine, soit tu verras, de toute façon le sondage est toujours là, en tout cas celle qui vient en tête, c'est une vidéo tous les jours jusqu'au lundi. Écoute, on va tenter ça, on va voir. Et si je vois que ça ne fonctionne pas du tout, qu'il y a une vraie baisse de dynamique de fou sur ma chaîne, je retournerai à 2 soirées par semaine. Voilà, je retournerai à 2 soirées par semaine. Mais si, dans le cas contraire, il y a une bien meilleure dynamique, et je m'arrangerai. Je peux m'arranger. Est-ce que c'est mieux pour moi ou pas mieux pour moi? Je sais qu'il y en a qui s'en inquiètent. Faut pas oublier que ma chaîne c'est aussi ma passion. Donc moi je suis content de faire ça, je suis content de proposer ça. Et faut pas que ça soit trop contraignant pour moi. Et à y réfléchir, ça sera peut-être meilleur pour moi. Parce que le rythme que j'avais avant, c'est que j'enregistrais un peu ce que je voulais quand je voulais. J'avais la marge quoi. Je pouvais enregistrer cette vidéo là le mardi soir pour le dimanche soir. Et puis enregistrer pas le retour de course, mais la lecture chuchotée de manga juste après, tu vois. Donc vraiment tout mélanger, tout ça. Alors que la lecture de manga c'était pour le jeudi et cette vidéo là c'était pour le dimanche, tu vois le bazar. Mais au moins j'étais libre de ça. Aujourd'hui je suis moins libre de ça. Mais par exemple, plus j'avance dans la semaine, plus je suis obligé d'une certaine manière d'enregistrer la vidéo prioritaire. La vidéo de jeudi, c'est le retour de course. De toute façon, c'est toujours celle-là que je fais en premier parce que mes courses, il n'y a pas, y a pas à retortiller. Je l'ai fait le lundi midi, donc voilà. Après, je monte, on verra bien. Elle sera au moins prête le mardi soir, donc ça sera pour jeudi soir. Après, je suis obligé d'aller sur la vidéo de manga pour le vendredi soir, etc., etc. Et celle-là pour le samedi soir maintenant. Donc, c'est compliqué. Ça m'oblige à avoir une meilleure régularité dans mon travail. Et je peux pas sauter finalement une vidéo à enregistrer et à monter. Avant je pouvais sautiller d'un droite à gauche, je pouvais enregistrer dès le lundi une vidéo pour dimanche et tout ça, mais là c'est plus compliqué, là je suis obligé de... Enfin c'est plus compliqué. Je suis peut-être mieux structuré, je sais pas. Franchement, je te l'avoue, on va tenter pendant quelques semaines. Après, je ne promets jamais rien. Je vais voir si ça fonctionne, si mes vidéos engendrent plus de vues, plus de nouveaux abonnés, etc. etc. Moi, je connais les chiffres par cœur de mes vidéos. Je sais que les retours de course, je vois comment ça fonctionne, les autres aussi. Si je vois que, boum, c'est patatras au bout d'une ou 2 semaines, je vais vite revenir à mes 2 soirées et puis basta, on n'en parle plus. Au moins, je l'aurais testé. Je sais qu'il y en a qui le demandaient, qui se posaient la question. C'est peut-être mieux pour vous, mais est-ce que mieux pour vous veut dire meilleure dynamique de ma chaîne? Peut-être pas, je sais pas, on va tester. Donc cette semaine, plus la semaine prochaine, je vais tester. Si je vois qu'en 2 semaines, c'est en chute libre, tout de suite je rétropédalerai et je retournerai à 2 soirées par semaine. Voilà, ça c'est le petit... Voilà, je suis dans l'incontournable bavardage, hein, pour ceux qui se posaient la question. Donc voilà, je voulais parler au moins de ça. Puis
l'OS 26 que je suis passé à l'OS 26. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais c'est tellement, ça a été tellement négatif que même les messages que j'ai mis à un moment donné dans la zone communauté, je les ai enlevés. Pourquoi je les ai mis? Parce que je m'étais dit, bah je suis dans la merde, je vais pas pouvoir enregistrer mes vidéos. Donc je préfère au moins prévenir les gens qu'il y aura cette semaine quasiment pas de vidéo, quoi. Le temps de régler le problème. J'ai réussi à régler le problème, peut-être 24 heures, presque 2 jours de... Parce qu'il faut organiser, ça m'a pris 2 jours de travail. Et derrière, bah j'ai tout donné pour ma chaîne, pour moi proposer mes vidéos parce que j'avais envie de le faire. Et j'avais pas envie de me laisser emmerder par la poisse, parce que là je peux t'assurer que c'est une sacrée poisse la iOS 26. Il n'y a pas eu que ça en plus, hein. Cette semaine il y a eu plein de choses. C'est bizarre, il y a comme une aura négative là qui est venue me faire chier. Bah c'est pas de souci, je vais pas me laisser faire. J'ai dit que j'allais proposer toutes mes vidéos pour contrecarrer ça. Donc j'ai été à fond et je proposerai toutes mes vidéos cette semaine. Point barre. Donc on va commencer par l'incontournable avis de la semaine. Donc il n'y en a qu'un seul parce que j'ai vraiment tellement pas eu le temps de faire les choses cette semaine. Ni le temps de jouer à ma console, ni le temps de... Mais j'ai quand même regardé un film que j'ai enregistré sur TFX. C'est 65 la Terre d'avant. Donc 65 millions d'années la Terre d'avant. Un film qui était sur TFX que j'ai enregistré. Un film de science-fiction de 2023 avec Adam Driver et Ariana Greenblatt, de Scott Peck et de Brian Woods. Alors je te lis tout de suite le synopsis. Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills, originaire de la planète Somaris, découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur la Terre il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues, peuplées de dangereuses créatures préhistoriques. Alors c'est un film où il y a quasiment très peu de blabla en fait. On se pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que des gens qui viennent d'une autre planète, enfin au début je pensais que c'était des humains qui avaient fait une sorte de voyage dans le temps. Mais en fait pas du tout, c'est des êtres comme nous qui viennent d'autres planètes. Et on a un survivant, le pilote, et on a une gamine. Une gamine qui parle une langue totalement inconnue. Donc même la communication entre deux, c'est très compliqué. Et ils se retrouvent face à des créatures préhistoriques, celles que nous on connaît. Mais eux apparemment ne connaissent pas ces créatures. Donc c'est pas des êtres humains qu'on fait un voyage dans le temps. Et de toute façon, vu qu'il y a une navette de sauvetage qui va venir, bah non, il n'y a pas d'histoire de trou noir ou quoi que ce soit. C'est juste... voilà, et là on peut se poser la question parce que en fait on se pose beaucoup de questions parce que dedans il n'y a quasiment pas de blabla. Même entre les deux protagonistes, il n'y a pas de blabla en fait. Et c'est un film qui se veut intéressant, mais à un moment donné on sent bien que le film est très expédié en fait. Parce que on sent bien que le scénario il est pas terrible en fait. On voulait absolument remettre des humains face à des dinosaures comme dans Jurassic Park, toi, avec des armes sophistiquées et tout. Mais on va se dire, bah maintenant ça va pas être des vrais humains, ça va être peut-être l'origine des humains, qui sait. Parce que t'as une navette qui s'est crachée sur la Terre, notre Terre à nous, il y a 65 millions d'années, qui viennent d'un autre système solaire, tu vois, apparemment. Et donc il y a des humains qui sont morts et qui ont été éparpillés, on va dire. Peut-être que leurs gènes ont été éparpillés sur notre planète et c'est peut-être grâce à eux qu'aujourd'hui bah, l'être humain peut exister. Bon, on va dire que voilà, on peut se poser plein de questions, mais c'est à nous de nous poser plein de questions, voilà, parce que je peux t'assurer que tu as zéro réponse. Hein. Quand tu regardes le film, tu te dis bah non, c'est pas des humains qui voyagent dans le temps. Ça vient d'une autre planète. Eux, ils voient des grosses créatures que nous on connaît, des tyrannosaures, tu vois. Et pour eux, bah, tyrannosaures, c'est quoi cette merde, quoi, en fait. Donc ils sont surpris de voir toutes ces créatures et ils considèrent ces créatures comme des aliens très dangereuses, en fait. Enfin, des aliens très dangereux. Et bah, ils tentent de survivre et de rejoindre la navette de secours. Parce que ça s'est séparé en deux, puis t'as une petite navette de secours. Et il faut rejoindre l'espace vers une autre navette de secours qui eux vont venir les sauver. Enfin,
un vaisseau de secours qui va venir les sauver. Sauf que ça se passe il y a 65 millions d'années et comme par hasard évidemment, comme par hasard ça se passe au moment où tu as la fin des dinosaures, c'est-à-dire que tu as un météorite qui va s'écraser sur Terre et détruire tous les dinosaures. Ça se passe à ce moment-là. C'est en ça que c'est vachement, je trouve, vachement tiré par les cheveux en fait. Il y a plein de trucs qui sont tirés par les cheveux, en plus d'un scénario vide, d'un blabla, bavardage totalement vide. C'est qu'à un moment donné, je trouve que c'est un peu... Tiens, il y en a qui a une idée à la con, et en fait, ça prend pas du tout en fait. On n'est pas dedans, on n'arrive pas à être dedans. Déjà, on se pose beaucoup de questions. Moi, j'ai réussi à comprendre que bah non, c'est pas des vrais humains du futur qui ont fait voyage dans le temps. Bon, et en fait, comme par hasard, c'est le moment où t'as les météorites. Bon, pourquoi pas, parce que c'est cette fameuse météorite où tous toutes les petites, je sais plus, un champ d'astéroïdes, voilà. T'as la météorite, mais t'as un champ d'astéroïdes qui a fait en sorte de faire cracher ce vaisseau sur la planète Terre. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Il y a, c'est pas une coïncidence qu'on n'a pas cherché à faire du sensationnel, pourquoi pas. Mais après, dedans, sans t'expliquer pourquoi, à un moment donné, tu comprends que le scénario il tire un peu des ficelles un peu grosses pour amener finalement le vaisseau à être. Enfin bref, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'est tellement grossier le scénario à un moment donné. Voilà, on fait ci pour que ça se passe ça, nagnani, gna. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de twist, hein, mais à un moment donné, les ficelles sont tellement grosses qu'on se dit ah, bon d'accord, on comprend qu'il va se passer ça pour qu'il arrive ça, etc. etc. Bon, bref. C'est tellement gros comme une maison. Et puis c'est pas terrible, t'as aucun challenge en fait. C'est une course contre la montre certes, mais je sais pas, t'es pas pris dedans, t'es pas pris dans le truc en fait, t'es pas pris dans l'histoire, ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Donc 65 millions d'années, la Terre d'avant, bah c'est pas terrible. Donc maintenant on passe aux incontournables films à voir cette semaine à la télé. Donc on va commencer avec le mardi 14 octobre avec 60 secondes chrono à 20h55 sur RTL 9. C'est un film de 2000, et oui la vache, film que j'ai vu au cinéma. C'est un film on va dire d'action policier avec Nicolas Cage pendant qu'il était dans sa période où il enchaînait les blockbusters avec Angelina Jolie, Giovanni Ribisi qui est un petit acteur qu'on voyait un peu partout. Et il a joué le frère de Phoebe Buffay dans Friends. On a Delroy Lindo également. C'est un film de Dominique Sena à qui on doit Whiteout, Opération Espadon et California avec un K. Donc je te lis le synopsis. Memphis Reigns aime les voitures. Il les aime tellement qu'à l'époque, il les volait pour les conduire. Mais ce temps-là est révolu et Memphis s'est rangé. Son petit frère Kip brûle de la même passion mais n'a pas la prudence de son aîné. Sa vie est entre les mains d'un dangereux malfrat. Le prix de la survie, 50 bolides d'exception à voler en une nuit. Donc voilà, donc c'est un grand frère qui était un voleur de voitures de renom qui s'est rangé et qui finalement, pour être obligé de sauver la vie de son frère qui a fait une connerie par rapport à un petit mafieux, lui il va être obligé pour sauver la vie de son frère de voler 50 bagnoles en une nuit en fait, un truc comme ça, un truc de fou. Donc il va faire appel à ses vieux potes, ses vieux voleurs ses potes qui sont aussi des voleurs chevronnés pour voler les 50 bolides en une nuit. Et là t'as une course contre la montre qui est exceptionnelle, franchement exceptionnelle. Faut voir le truc. Et la course poursuite de fin, elle est mythique. C'est une putain de course. C'est mythique. Ce film-là, il est génialissime. Comme je dis, on faisait des films. Tu vois, année 2000, c'était waouh. C'était il y a 25 ans quand même. 25 ans, j'avais 25 ans de moins, j'avais 20 ans quand j'étais voir ce film-là au cinéma.
Ça a été pareil, une claque, c'est rock'n'roll, c'est du Jerry Bruckheimer. C'est qui a réalisé ça? Bah, c'est Dominique Senna, ouais. Mais bon, c'était production Jerry Bruckheimer, donc c'était très colorisé, c'était vraiment des filtres, c'est du Armageddon quoi, Armageddon, machin, tout ça, on était vraiment dans ce style de film. C'est un super film et la musique, la chanson de la semaine, c'est dans ce film-là, c'est une chanson de The Cult, Painted of My Heart. Painted of My Heart, alors The Cult c'est un groupe de hard rock, alors c'était pas un groupe de hard rock début 90 que nous on connaissait, moi et mon frangin. Je me rappelle peut-être que mon frangin connaissait. Et après, bah, c'est vrai qu'à la mort du métal, on va dire que le grunge est arrivé à engouffrer le métal. Et quand le grunge a disparu avec la mort de Kurt Cobain d'une certaine manière, le métal a explosé en morceaux. Dans le monde, il a explosé en morceaux. En France, il a quasiment disparu. Et aux États-Unis, il perdure encore avec quelques groupes de métal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. À l'époque, il était très répandu et tout ça. Et The Cult, en fait, à un certain moment, vers les années, fin des années 90, on a tenté plein de petits groupes qu'on connaissait pas à l'époque, dont The Cult, qui était un groupe de hard rock, on va dire, FM, hein, classique, cool. Et c'est vrai qu'ils ont fait des super chansons. Et cette chanson-là, dans le film 60 secondes chrono, bah, c'est surprenant de voir encore des groupes de hard rock, mais c'était aux États-Unis, donc c'est normal. Des groupes de hard rock existaient et proposaient des chansons dans les films. Donc ça reste une très bonne chanson, mais je vais mettre deux chansons. Donc il y a Painting of My Heart. Heart. C'est ça, Painting on My Heart. Et je vais mettre Firewoman. Car Firewoman, c'est la chanson, pour moi, la best chanson du groupe The Cult. C'est vraiment la meilleure chanson. Mon frère a l'album. Moi, je ne l'ai pas. C'est vrai que je ne l'ai pas. J'en ai un autre de The Cult. Celui-là, je m'étais toujours dit que bah, je me le paierais quand j'en aurai l'occasion. J'en ai pas eu l'occasion. C'est vrai que peut-être que après, bah, je vais quand même mettre cette chanson-là parce que ouais, mon frère avait dû me prêter son CD à un moment donné. Il avait dû me prêter son CD à un moment donné. J'avais dû l'avoir pendant plusieurs mois, son CD, et je l'avais écouté en boucle. C'est pour ça que j'ai une impression de l'avoir, mais en fait non, je l'ai jamais eu. Et bah, je vais te mettre Firewoman qui est la best chanson de The Cult. C'est obligatoire que je te mette aussi cette chanson-là, car cette chanson-là, elle est percutante, elle est, c'est une chanson qui motive quoi. C'est une chanson, tu es un peu à la AC/DC, ça, tu peux faire du vélo, du sport, être en voiture, là, t'es motivé. C'est une chanson qui motive, c'est une très très bonne chanson. Ah, ça c'était pour 60 secondes chrono à 20h55 sur RTL 9 le mardi 14 octobre. Donc maintenant on passe au vendredi 17 octobre et on fait un bond, hein, j'ai pas trouvé autre chose. Attention, t'as les films de Noël, hein, n'oublie pas, hein, après. Donc le vendredi 17 octobre, on a Constantine à 20h55 sur RTL 9. Donc c'est un film de 2005, alors on est vraiment dans les débuts des années 2000 avec les deux premiers films que je te propose. C'est un film fantastique avec Keanu Reeves. D'ailleurs, ce film-là, Keanu Reeves adore ce film-là. Il a adoré tourner dans ce film-là. Et d'ailleurs, il paraît qu'il a voulu une suite à Constantine 2. Enfin, à Constantine, il a voulu une suite à Constantine à un point où il est en train de proposer un scénario. Il a proposé apparemment un scénario pour qu'on fasse Constantine 2. Tellement qu'il veut faire la suite de ce film-là. Donc il est amoureux de ce film-là. Donc bah, c'est important de le souligner. Hein. Si t'as jamais vu Constantine et si t'aimes bien Keanu Reeves, et bah essaye de voir le film, j'imagine, préféré de Keanu Reeves pour essayer de proposer, écrire un scénario et pour le proposer à des producteurs, voilà. Et bah c'est que bon, c'est un film coup de cœur pour lui. Donc c'est avec Keanu Reeves, avec Rachel Weisz qu'on a notamment vu dans La Momie, le premier La Momie et le deuxième et le troisième aussi. Rachel Weisz c'est la femme de Daniel Craig, le James Bond, le dernier James Bond en date. Et Shia LaBeouf, qui est un acteur assez jeune, bah, surtout à l'époque, qui a joué dans plein de petits films. Il a joué le fils d'Indiana Jones dans le quatrième Indiana Jones.
Et il a joué dans plein de petits films comme ça, là. Il a eu des premiers rôles, hein, dans pas mal de petits films. J'ai pas les noms qui me reviennent en tête, hein. C'est des bons films, mais bon, c'est pas des chefs-d'œuvre non plus. Et voilà, mais c'est un acteur qui a pété un câble à un moment donné. Il a un peu dérapé quoi, dans sa tête. Peut-être qu'il va revenir, mais le cinéma américain il pardonne très très peu les dérapages. C'est un film de Francis Lawrence à qui on doit Je suis une légende avec Will Smith et les Hunger Games à part le tout premier. Voilà, voilà. Je vais peut-être lire le synopsis qui doit être derrière. Le film suit John Constantine, un occultiste et exorciste. Il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale et promis à l'enfer en raison d'une tentative de suicide dans sa jeunesse. Après avoir manqué d'échouer lors d'une mission, en chassant un démon du corps d'une enfant, il fait la rencontre d'Angela Dodson, une policière dont la sœur jumelle, Isabelle, vient de se suicider. Elle refuse pourtant de croire à cette possibilité, persuadée qu'on l'a assassinée. Donc voilà, c'est un film autour évidemment des démons en fait. C'est pas un film qui rentre vraiment dans la série, je trouve, de moi des possessions démoniaques. Comme j'aime bien, on n'est pas vraiment dans ce genre de film. Parce que là c'est un film quand même fantastique d'action. On est vraiment dans quelque chose d'un peu à part, de pas trop réaliste, c'est pas quelque chose qui fait peur. Ça reste vraiment un truc d'action autour des démons et tout ça. C'est un peu comme la série Supernatural, toi. Un peu comme ça, c'est un peu rock'n'roll, on va dire. On n'est pas vraiment dans un film comme L'Exorciste, voilà, ou comme la plupart des films de possession. On est dans un film très rock'n'roll d'action avec un Keanu Reeves qui s'assume pleinement. Quand on sait qu'il a adoré le film, il a tout adoré dans ce film-là, même le tourner, tout ça. Bon, il devait être en grande forme et de bonne humeur, et ça se ressent peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un super film, c'est vrai. Un très très bon film. Je sais pas si je l'ai vu au cinéma. Je m'en rappelle pas du tout. C'est possible, mais bon. Comme je dis, c'est des époques là, adolescents et jeunes adultes, où on a tellement été au cinéma qu'on a tout vu, quoi. Quasiment tout vu. Même des trucs pourris que je m'en souviendrai même pas, quoi. Donc voilà, ça c'était Constantine. C'est toujours sur RTL 9 à 20h55 le vendredi 17 octobre. Octobre. Je sais pas pourquoi je rajoute octobre. Donc toujours le vendredi 17 octobre, on a Il était une fois dans l'Ouest à 23h35 sur Paris Première. Alors je te propose Paris Première, mais je sais que certains n'ont pas Paris Première. Sur Bouygues Télécom, ils n'avaient pas Paris Première. Donc si t'as Bouygues Télécom, je suis désolé. Et on a ce film-là, Il était une fois dans l'Ouest. Je pense qu'il le propose par rapport au décès de Claudia Cardinal récemment. C'est un film de 3 heures. Là, il le propose à 23h35. Donc, bah, soit tu l'enregistres, soit tu passes toute la nuit à regarder ce film-là. C'est un super western de 1969. Donc, avec Claudia Cardinal dans un des premiers rôles. Hein. C'est pas compliqué, t'as 4 premiers rôles là-dedans. T'as pas un qui sort du lot, t'as 4 premiers rôles dedans. T'as Claudia Cardinal, Charles Bronson, Henry Fonda et Jason Robards. Et c'est de Sergio Leone à qui on doit notamment Le Bon, la Brute et le Truand. Avec celui-là, ce sont mes deux westerns préférés. Voilà, Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest. Ces deux-là, je les mets à des niveaux stratosphériques. Voilà. Donc, je vais te lire le synopsis. Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Beth McBain est tuée avec ses 3 enfants. Jill McBain hérite alors les terres de son mari. C'est quoi ça? J'ai été obligé de corriger. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime. Après, non. Bon, voilà, c'est un petit. Bon, je pense que le synopsis, de toute façon, il est un peu pourri. Hein. J'en ai chopé des pourris, mais j'ai pas envie de les réécrire non plus. Peu importe, ça reste un western très envoûtant en fait.
Il était une fois dans l'Ouest, ça parle du chemin de fer en fait. On se retrouve dans des coins paumés un peu partout, mais comme le chemin de fer évolue à un moment donné, et ben il y a des terres qui ne valaient rien, et qui, comme le chemin de fer va passer à côté, à un moment donné, et bah ces terres-là commencent à avoir une valeur folle, mais de fou quoi, ils peuvent. Et bah tout tourne finalement dans une propriété qui ne valait rien, ou pas grand chose. Et comme et bah, le chemin de fer va passer juste à côté, et bah il y a des malfrats qui veulent s'approprier ces terres-là pour justement créer leur propre ville, tu vois. C'est vraiment mafia et compagnie, déjà à l'époque, hein, c'était compliqué. La conquête de l'Ouest, ça a été une époque des plus difficiles. C'est pas quelque chose de glamour. La conquête de l'Ouest, hein, faut pas croire, ça a été. C'était la loi du plus fort. Voilà, c'était la loi du plus fort. Et aux États-Unis, ça a été compliqué parce que après la conquête de l'Ouest, il y a eu la guerre de sécession et tout ça. Et enfin, ça a été vachement compliqué. Et cette période-là, la conquête de l'Ouest, ça a été. Les gens se faisaient massacrer, mais massacrer pour rien, pour des terres en fait. Ils se bagarraient les meilleures terres, donc c'était compliqué. Et bah voilà, je pense que j'en ai dit assez sur ce film-là. Il était une fois dans l'Ouest. Des acteurs exceptionnels que tu ne reverras plus, ils sont tous décédés. Un film exceptionnel, une ambiance exceptionnelle, des décors de fou et une musique incroyable. Voilà, une musique vraiment incroyable. C'est franchement quand tu vois rien que le début. Tu vois, je vais te dire une chose. Tu vois, Quentin Tarantino. Je suis pas fan de Quentin Tarantino, mais Quentin Tarantino s'est vachement inspiré avec ses intros en longueur. Quand tu vois certaines intros de Quentin Tarantino, où ça traîne en longueur, où il s'arrête sur les détails, sur les gros plans, sur des gens qui bavardent, qui se regardent pendant 10 minutes, il fait des longues intros comme ça. D'ailleurs, pour moi, c'est ce qu'il fait de mieux. Mais c'est pas lui qui a inventé des longues intros à rallonge comme ça, avec un dénouement, et après hop, ça lance le film. Et bah regarde le début de Il était une fois dans l'Ouest. Et bah ça, je veux te dire, je peux t'assurer une chose, même s'il l'a pas dit ou peut-être qu'il l'a dit, Quentin Tarantino s'est inspiré de d'au moins ce film-là et peut-être d'autres, mais c'est quand tu vois le début, il était une fois dans l'Ouest. Tu peux te dire une chose que Quentin Tarantino n'a rien inventé là-dessus, sur les longues intros de films. Il a rien inventé dessus. Et voilà, rien que le début. Regarde le début. Et si t'es un fan de ce que pourrait proposer Quentin Tarantino, surtout sur ce genre de détails, je pense que tu peux que apprécier le film. Après, c'est pas du Tarantino, parce que après t'as un vrai bon film, t'as pas un truc ringard pour la plupart des films de Quentin Tarantino. C'est un avis personnel, je suis d'accord. Pour moi, Tarantino, à part Pulp Fiction, le reste, et j'ai quasiment tout vu, je vais le dire, je déteste ça, et je suis poli. Je déteste tout ce que j'ai pu voir de Tarantino et Pulp Fiction. J'aime beaucoup Pulp Fiction, mais je le considérerai jamais comme un chef-d'œuvre. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Je l'ai vu au cinéma. Oui, je l'ai vu au cinéma à sa sortie, quasiment sûr. Et je l'ai vu au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, quand ils l'ont repassé au cinéma. Et c'est un très bon film que j'aime beaucoup. Mais Tarantino, voilà, quand je pense que mon frère m'a dit putain, faut qu'on aille voir les 8 salopards au cinéma. Il avait vu Django, je sais plus quoi là, qui est pas si mal, Django machin là. Parce que je l'ai vu après ça, lui il avait vu Django machin, il me dit ouais c'est génial, super Tarantino, ouais il remonte dans mon estime. Je suis sûr que les 8 salopards, qui doit être une suite, un truc comme ça, c'est génialissime. Donc je le suis aveuglément, voir les 8 salopards au cinéma. Et là, tous les deux, on a vu la pire daube qu'on ait jamais vue au cinéma. Et pourtant, je crois que c'est avec lui qu'on avait dû voir Vidocq, un film français, Vidocq, où à un moment donné j'ai dû quitter la salle avant la fin. Et je crois que... Ah non, Tarantino, j'ai dû voir la fin. Mais Vidocq, j'avais quitté la salle. J'avais attendu mon frère dehors. Et pour les 8 salopards, on l'a regardé jusqu'au bout, mais je pense que tous les deux, on a dit c'est vraiment un gros film de merde. C'est vraiment une daube finie. Quand je vois dans les commentaires des gens dire que c'est un chef-d'œuvre, putain, mais je dois être... Soit c'est eux les extraterrestres, soit moi
je suis un extraterrestre. Donc voilà, franchement pour moi Quentin Tarantino c'est le gars surcoté. Alors je sais que je vais faire réagir. Et bah réagir en commentaire sans m'insulter évidemment. Même si j'ai insulté Tarantino. De toute façon Tarantino, je vais le dire, il fait quand même de la merde. non, non, je vais le dire quand même avec mes mots, je déteste Tarantino. Je déteste sauf Pulp Fiction et Une nuit en enfer. Je crois qu'il a écrit Une nuit en enfer de... C'est pas lui qui l'a réalisé, c'est Rodriguez là. Il joue dedans. Très bien. Mais je pense que... d'ailleurs, la scène... Tarantino est un fétichiste, il faut le dire. Tarantino est un fétichiste des pieds. Et dans Une nuit en enfer, il s'est réservé une scène avec Salma Hayek. Quand tu sais que derrière on a appris que c'était un fétichiste des pieds de femme, évidemment. Et que derrière, c'est lui qui avait écrit la scène avec Salma Hayek, la danse de Salma Hayek. Moi, je t'en dis pas plus, hein. Et c'est lui qui joue le rôle. Toi, c'est Quentin Tarantino qui joue l'acteur et qui joue le personnage. Avec cette scène-là, tu te dis qu'à un moment donné, tu dis que je trouve qu'il a abusé. Je trouve que là, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus. Quand tu sais ça, tu penses qu'il y a eu de l'abus. Il aurait dû réserver ça à un autre acteur, pourquoi pas. Mais quand tu sais que lui, il a un fétichisme comme ça, sexuel, hein, faut le dire, et que tu apprends ça plus tard, et qu'en fait, dans ce film-là, Une nuit en enfer, il s'est réservé une scène comme ça, avec la très magnifique Salma Hayek, ça pose des questions quand même. Je pense que c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir en tant que producteur, réalisateur et scénariste. Et c'est quelqu'un qui propose des films que je déteste. Voilà. Même Pulp Fiction, quand je vois toutes les autres à côté, tous les autres films à côté, Pulp Fiction, je me le paierai jamais. J'ai dû la voir en DVD peut-être à une époque ou en VHS, mais jamais je me le paierai parce que je sais pas, j'ai un problème avec ce réalisateur-là. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Ne sois pas étonné que je te propose pas de les 8 salopards à un moment donné. Les 8 salopards. Donc voilà, j'ai craché mon venin sur Tarantino. C'est génial. Donc alors on passe au samedi 18 octobre avec Rush Hour à 20h55 sur RTL 9. Donc là oui, je fais beaucoup de RTL 9 là. Donc c'est un film de 1998, une comédie avec Jackie Chan et Chris Tucker. Et c'est un film de Brett Ratner. Donc c'est pareil, ça Rush Hour, on a été le voir au cinéma. Super comédie. Je vais te lire le synopsis même s'il est un peu pourri. Rien ne prédisposait l'inspecteur Lee et le détective James Carter à faire équipe un jour. Pourtant, lorsque la fille du consul de Chine aux États-Unis est victime d'un enlèvement, le FBI ordonne aux deux limiers de collaborer. Donc voilà, donc c'est un flic américain et un flic chinois qui collaborent pour essayer de sauver une fillette qui a été kidnappée. Je me demande si c'était pas le deuxième ça. Le Rush Hour 1 et Rush Hour 2, les deux étaient nickel. Vraiment, c'était des super films. Par contre, le Rush Hour 3, c'était une grosse daube. Mais le premier, on a dû le voir au cinéma. Le 2, on a été le voir au cinéma. Et le 3, non. Quasiment sûr qu'on l'a pas été le voir au cinéma, celui-là. De toute façon, il est tout pourri le 3. Donc voilà, c'est une super comédie. Quoi dire de plus, c'est une comédie, c'est très très drôle. Comment il s'appelle? Chris Tucker. Bah, Chris Tucker, pour ceux qui aiment bien le cinquième élément, c'est le présentateur qui fait des green là. Il arrête pas de faire des green. Et bah c'est lui. Ouais, c'est un excentrique, c'est une sorte de Jim Carrey en moins expansif, mais c'est une sorte de Jim Carrey quand même. Il est sympa. Il est sympa, Chris Tucker. Très très drôle. Et Jackie Chan, bah, fidèle à lui-même, c'est un spécialiste du kung-fu. Et voilà, c'est pas l'effet comique, mais l'effet comique c'est Chris Tucker. Et Jackie Chan, c'est l'effet un peu castagne, quoi. Donc on passe au dimanche 19 octobre avec Big à 13h35 sur Arte. Big, un film de 88, une comédie avec Tom Hanks et Elizabeth Perkins. C'est un film de Penny Marshall. Donc je te lis le synopsis. À la suite d'un souhait, Josh Baskin, un garçon de 13 ans,
devient un homme de 30 ans. Il se rend à New York et obtient un petit travail chez Macmillan Toy Company. Une rencontre avec le propriétaire de la compagnie lui permet d'obtenir une promotion et de tester les nouveaux jouets. Bon, attends, je vais te développer le début de l'histoire moi-même. Donc ça, c'est un film, c'est pareil, ça passe à 13h35 dimanche. C'est parfait. Le film de dimanche après-midi. C'est totalement l'idéal. Tu te mets sous les couvertures, tu te reposes, tu regardes ce film-là. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un film que moi, on avait enregistré en VHS. Je sais pas où mon père a enregistré ça. Sûrement sous Canal+, ou je ne sais où. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est un film que j'ai découvert sur nos VHS à nous et que j'aimais beaucoup. Donc, au départ, c'est un gamin qui a une dizaine d'années, 13 ans, voilà. C'est un gamin de 13 ans qui, à un moment donné, fait le vœu. Il se retrouve devant une machine un peu particulière. Il commence à mettre une pièce, tout ça, puis il fait un vœu. Et le lendemain matin, quand il se réveille dans son lit, il se réveille en tant qu'adulte. Et c'est l'acteur Tom Hanks, tu vois. Il se réveille en tant qu'adulte. Donc ses parents sont pris de panique parce qu'ils voient un adulte à moitié à poil chez eux, donc ils le chassent. Et ils se posent la question où est notre fils. Donc il y a un côté dramatique aussi, tu vois. Etc. Et lui, pris de panique, il va se retrouver à New York, c'est ça? À New York. Il va partir à New York pour trouver un travail ou je ne sais quoi. Et il va se retrouver à travailler dans une comment dire, dans une, pas une boutique, dans un magasin de jouets. Je vais pas dire magasin de jouets parce que c'est des créateurs de jouets. C'est, on va dire, créateurs de jouets qui ont des magasins de jouets. Par chance, il va tomber sur le propriétaire qui va le trouver sympathique et qui va avoir une sorte de gamin adulte jouer avec ses jouets. Il va dire, toi, je te trouve sympathique, je vais te mettre testeur de jouets, en fait. Il va se retrouver testeur de jouets, etc., etc. Et après, j'en raconte pas plus. Donc c'est un film sympathique, mais c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je crois même que je l'ai pas vu depuis mon enfance. Encore une fois, je mets entre parenthèses, parce que entre mon avis quand j'étais enfant et mon avis aujourd'hui d'adulte, il y a une sacrée différence. Il y a tellement de films que j'ai proposés là devant toi qui avaient tellement mal vieilli quand je les ai revus que là je mets quand même en garde quand même. Mais bon, c'est un film qui a une bonne réputation. Je pense que tu passeras quand même sûrement un bon moment devant. Voilà, voilà. Donc ça c'était le dimanche 19 octobre à 13h35 sur Arte. Donc on va finir ces films à voir cette semaine à la télé avec l'incontournable chef-d'œuvre. Voilà. Il y aura aussi l'incontournable chef-d'œuvre quand il y aura vraiment un chef-d'œuvre et je pense que c'est incontestable. Personne ne me contredira sur ça. Donc le dimanche 19 octobre toujours, cette fois-ci à 21h10 sur Sister, on a Les Évadés. Donc Les Évadés, c'est un film de 94 que je n'ai pas été voir au cinéma. C'est un drame avec Tim Robbins, Morgan Freeman et Clancy Brown. C'est un film de Frank Darabont. Alors Les Évadés, c'est une œuvre de Stephen King, un peu comme La Ligne Verte, toi. Et d'ailleurs, La Ligne Verte, c'est Frank Darabont qui a aussi réalisé La Ligne Verte. Donc, est-ce que je te lis le synopsis? Ouais, je vais te lire d'abord le synopsis. En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank. Je perds mes pages. À Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'État du Maine. Il y fait la rencontre de Red, un homme désabusé, détenu depuis 20 ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes. Donc c'est un film de prison. Voilà, c'est un film de prison, ça se passe en prison. Donc quoi dire, il y en a plein de films comme ça, des films de prison avec Alcatraz et Clint Eastwood. On a Papillon aussi. Papillon, j'ai vu il y a tellement longtemps ce film-là. Et on a Les Évadés, on a La Ligne Verte également. Mais j'ai moins aimé La Ligne Verte. Ouais, je sais pas, j'ai pas adhéré à La Ligne Verte. Par contre, Les Évadés, c'est un sacré putain de film parce que il y a une telle résilience dans ce film-là et une telle patience du personnage principal
principal, il a une telle patience, une telle détermination. Et ce film est tellement incroyable. Et là j'ai coupé parce que je pense que j'en disais trop. C'est un film vraiment, comme je disais, il a de la patience, tout ça, une détermination folle. Le personnage principal. Et je dois bien t'avouer que la fin est juste merveilleuse. La fin est en deux temps et elle est juste merveilleuse. Je te dis pas quoi. Mais cette fin, elle est incroyable en fait. Cette fin vient conclure finalement c'est quelque chose. Ce film est incroyable. Voilà. Voilà, ce film est incroyable pour différentes raisons. Donc je ne peux pas t'expliquer évidemment sans spoiler. Et ça me rappelle Luc la main froide d'une certaine manière. Sauf que Luc la main froide, et bah, c'est pas le même genre de fin. Mais ce film est juste c'est un chef-d'œuvre incroyable aussi. J'en ai déjà parlé de Luc la main froide. C'était waouh, quel chef-d'œuvre. Film que j'ai découvert il y a quelques mois, tout au plus. Hein, que j'en avais parlé dans un baradage sur le canapé justement. Et Les Évadés, c'est un putain de chef-d'œuvre. Mais je peux pas trop en dire non plus. Voilà, et je sais que les films de prison, quand ça commence, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la patience de continuer ce genre de film. Surtout que c'est un film qui doit durer presque 3 heures aussi. Donc ça doit être compliqué pour beaucoup de monde de tenir le long du film. Mais ça vaut le coup, je te dis, ça vaut le coup de tenir. Ça vaut le coup de tenir jusqu'au bout. Ouais, je te le dis. Je t'en dis pas plus, mais ça vaut le coup de tenir jusqu'au bout. Donc alors je vais te proposer 3 incontournables films de Noël. Bon, je vais pas trop en dire, c'est des films que j'ai vus quand même, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais comme il y a beaucoup de trucs à jeter aujourd'hui, c'est pareil, j'espère qu'on va retourner à des films de Noël vraiment beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus sympathiques, hein, sans censure morale, parce qu'il y a beaucoup de censure morale ces dernières années, c'est compliqué. Quoi. Donc on va partir sur le jeudi 16 octobre avec prochain arrêt Noël à 16 heures sur TF1. C'est un film de 2021 avec Lindsay Fonseca, Chandler Massey et Christopher Lloyd, l'acteur qui joue dans Les Retours vers le futur. C'est un film de Dustin Rickert. Donc je te lis le synopsis. Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s'apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée 10 ans en arrière, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d'alors. Donc c'est un film qui rentre, tu as sûrement compris, qui rentre dans ce que j'appelle des films à timeline, à boucle temporelle ou à voyage dans le temps, ou à gna 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 avec des liens temporels, tout ce que tu veux. C'est un film, voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi Christopher Lloyd. Ça fait référence un peu à Retour vers le futur. Donc c'est une fille qui retourne, à un moment donné, elle prend le train pour rentrer chez elle, même pas dans sa famille, quoi. C'est ça. Et elle se retrouve finalement dans le passé, à une époque où elle rentrait dans sa famille pour Noël, avec son petit copain de l'époque. Et là, pour elle, dans sa tête, elle va se dire, tiens, je vais essayer de saisir cette chance pour changer les choses. Boucle temporelle, voyage dans le temps, je reviens dans le passé, dans le futur, gna 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 gna. Ça fait partie de tous ces petits films que j'apprécie énormément. Là, c'est sûr, c'est un film de Noël, c'est une romance, film de Noël, c'est un très bon film. J'ai vraiment apprécié ce film-là. Je peux que te le conseiller. C'est un film gros budget de Noël, attention. Hein. C'est pas un petit budget déjà pour avoir Christopher Lloyd. Voilà, voilà quoi. Donc c'est le jeudi 16 octobre à 16 heures sur TF1. Vendredi 17 octobre, on a Noël à Pemberley à 21h10 sur C-Star. C'est un film de 2018 avec Jessica Lowndes et Michael Reddy de Colin Fay. Donc, à l'approche de Noël, Elizabeth Bennett, organisatrice d'événements à New York, est envoyée dans une petite ville pittoresque pour la tenue d'un festival. À son arrivée dans le charmant domaine qu'elle espérait utiliser comme lieu de fête, elle rencontre William Darcy, le propriétaire milliardaire, qui s'apprête à vendre sa demeure, déterminé à faire de cette manifestation un succès. Déterminée à faire de cette manifestation un succès, Elisabeth le persuade de la laisser mener à bien ses projets. Déterminée à faire cette manifestation avec un...
Elisabeth le persuade. Oui, c'est ça. Je sais plus lire. Non, bon voilà, c'est un milliardaire et il pourrait être juste millionnaire. Pourquoi milliardaire? Pourquoi pas trillionnaire? Milliardaire, c'est n'importe quoi. Il peut être juste, voilà, il peut avoir un compte en banque de 10 000 euros, il va nous faire chier, pourquoi milliardaire? Enfin bref. Donc c'est un film où j'ai vu le début et j'ai vu la fin. J'ai dû m'endormir devant, mais j'avais bien aimé le début, j'avais bien aimé la fin. Et quand un film, j'arrive à m'endormir devant et quand je me réveille et que la fin me plaît beaucoup, et bah j'ai tendance à dire c'est un très bon film de Noël. Voilà. Parce qu'un bon film de Noël, c'est aussi un film où tu peux faire ta sieste devant à bout d'un moment et quand tu te réveilles, tu dis ah bravo, bravo, bravo. Donc c'est ce genre de film et je peux t'assurer que tous les films de Noël ne me font pas ça. Des fois tu commences un film, c'est tellement chiant que tu n'arrives même pas à faire une sieste devant parce que c'est quoi ce film de merde. Donc déjà ça c'est pénible et quand t'arrives plus ou moins à t'endormir, tu te réveilles, t'es là, c'est encore plus pourri, la fin est encore plus pourrie. Donc ouais c'est compliqué. Donc là Noël à Pimperley, oui je l'ai pas vu en entier, oui j'ai vu que le début, j'ai vu la fin, j'ai dû dormir sûrement 30-40 minutes. Bon il y a des pubs, il y a plein de pubs à rallonge donc voilà quoi. Mais c'est un film seconde chance, voilà. Pour moi, seconde chance, je vais le revoir en entier. Et je suis sûr qu'il est pas mal dans son intégralité si je me rendors pas encore devant. Donc je vais enregistrer ça à 21h10, oui, donc voilà, vendredi. Voilà, voilà. Et on va finir avec le troisième film de Noël. Le samedi 18 octobre avec une famille 5 étoiles pour Noël à 16h50 sur TMC. C'est un film de 2020 avec Bethany Joy Lenz qui a fait plein de films de Noël. J'adore cette actrice, surtout dans les films de Noël. Et avec Victor Webster, un film de Christy Will. Donc Bethany Joy Lenz était une des actrices de One Tree Hill. Voilà, de One Tree Hill en français, je me rappelle jamais du nom français de cette série. C'était les frères Scott, voilà. C'était une des actrices des, euh, des actrices principales. Au tout début des frères Scott, c'est l'ami du héros principal, on va dire. Voilà. Du héros principal, c'est l'ami d'enfance qui sort finalement avec son frère à un moment donné. Donc cette actrice-là, elle a fait énormément de films de Noël. Elle a dû en faire 6 ou 7, dont Une famille 5 étoiles pour Noël. Et je vais te lire le synopsis. Lucie rentre dans sa maison familiale pour les vacances de Noël, dans la petite ville de Pinewood, ou de Pinewood plutôt. Toute la famille est au complet, mais une surprise de taille les attend. Ted, le père, a transformé à grands frais la maison en chambre d'hôte. Donc voilà, c'est... donc, je vais essayer de leur expliquer peut-être un peu mieux. Donc c'est une femme qui rentre dans la maison familiale. Bon, voilà. Elle revient à la maison familiale pour passer les vacances de Noël en famille, dans la maison familiale. Quand elle revient dans la maison, son père a transformé la maison familiale en chambre d'hôte. C'est quoi ce bordel en fait? Et en fait, il est un peu en difficulté parce qu'il aimerait bien faire la promotion et tout ça. Et je crois qu'il est en difficulté tout ça au départ. Et est un célèbre. Il apprend qu'il y a un célèbre, ou une célèbre plutôt, c'est une célèbre journaliste qui fait le tour des hôtels et qui après donne son avis. Mais elle est incognito, donc on ne sait pas trop qui c'est. Donc il y a une rumeur, je crois que c'est ça, c'est une rumeur qui circule. Et en fait, ils se font tous passer, toute la famille se fait passer, soit pour des clients, soit pour des gens qui travaillent là et tout ça, pour faire en sorte de promouvoir cette auberge, voilà, cette espèce d'auberge. Donc on rentre dans des quiproquos, des machins, tout ça. Ouais, c'est un bon film, ouais, c'est un bon film de Noël, très bon film de Noël. C'est drôle, c'est léger, c'est sympa. Et voilà, le scénario est très sympa, j'aime bien. Moi j'ai sûrement très mal expliqué, mais c'est sûrement mieux que ce synopsis à la con quoi. C'est sûrement mieux que ça. Bon bah voilà, c'est terminé. C'est terminé. Putain, je suis accroché là. C'est terminé pour cette semaine.
apprécies ce petit rendez-vous là, le samedi soir à 21h, n'hésite pas à me donner ton avis sur cela. Oui, surtout n'hésite pas à me dire ce que tu penses de... Là je vais faire comme j'ai dit en début des vidéos, je vais faire un test tous les jours. Donc j'ai choisi pour les incontournables le samedi à 21h. J'aurais pu le mettre à 23h, mais je vais mettre tout le monde à 21h. De toute façon, à 23h, ma vidéo sera là. T'inquiète pas. Je sais que ça serait moi, je les mettrais toutes à 23h. Mais je sais qu'il y en a qui attendent dès 21h pour mes vidéos. Et d'autres qui préféraient les avoir 23h minuit. Mais à 23h minuit, elles seront déjà là. Donc ne t'inquiète pas. Regarde si tu t'es passé à côté, elles sont là. De toute façon, mets ta petite cloche et machin, tout ça. Enfin, t'es pas obligé, mais si tu veux avoir un, comment dire, un rappel quand une vidéo sort, et bah, il faut activer la petite cloche, etc. Et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes quand même mon contenu, ça serait quand même pas mal. Ça permettrait d'aider un peu ma chaîne, quoi. Un peu plus. Je sais pas s'il y en a qui me regardent sans s'abonner. Je sais pas, c'est dommage. Ça vaut le coup de t'abonner. Hein. Je pense, hein, si t'aimes ce que je fais, ça vaut le coup de t'abonner. Après, donc je vais te laisser et on se dit à la semaine prochaine pour les incontournables. Mais n'oublie pas, jusqu'à lundi, il y a des vidéos tous les soirs. Voilà, le jeudi soir, c'est retour de course. Le vendredi soir, c'est One Piece, lecture chuchotée de manga. Le samedi soir, c'est, au moins pour le moment, ce que je suis en train de tourner, les incontournables, je vais y arriver. Et le dimanche, c'est la pause, j'y vais du week-end. Et le lundi, ça sera, ça dépendra beaucoup de choses. Ce sera soit ça, une nouvelle vidéo, une vidéo quelconque qui est divers d'ASMR, soit ça sera une semaine sur deux les découvertes de Panini avec collage et tout ça. C'est super. Les Panini, c'est super. C'est génial. Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye.